Mon général, bonjour. Vous êtes le général Stéphane Mille, le nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, et nous vous accueillons à l'IFRI pour répondre à quelques questions. On voit que le monde change très très vite dans le domaine militaire, et notamment l'armée de l'air que nous avons connue était une armée qui avait d'une certaine manière, avec les Occidentaux, une sorte de suprématie dans les airs partout où elle intervenait depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Quand on lit vos documents, quand on vous entend, on a l'impression que ce confort d'intervention est en train de disparaître et que nous sommes en train, nous occidentaux et français, en train de perdre la supériorité aérienne. Est-ce que c'est exact? Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'on peut faire? Vaste sujet. Merci en tout cas de m'accueillir ici à l'IFRI. La supériorité aérienne, vous l'avez bien compris, est un sujet à mon sens qui est essentiel. Qui est essentiel parce que c'est pour moi le facteur premier de supériorité opérationnelle des armées. Sans supériorité aérienne, on a du mal à engager un conflit, on a du mal à imaginer une opération qui ne bénéficie pas de cette couverture. Alors effectivement, on a profité pendant des décennies d'une certaine suprématie aérienne. On parlait tout à l'heure de ce terme-là. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de suprématie aérienne. Ce qu'il nous faut, c'est conserver la supériorité aérienne, c'est-à-dire être en mesure, dans un espace-temps donné, de garantir la maîtrise d'un espace aérien pour mener des opérations données. Et ça, pour le coup, ça nécessite une attention particulière parce que nous avons plein de choses qui se passent dans le concert international. Nous avons des pays qui ont investi massivement dans des capacités de déni d'accès, on en parlait également tout à l'heure, qui participent quelque part à la diffusion d'un certain nombre de moyens par la prolifération finalement de ces systèmes modernes. Vous avez également des choses qui se développent comme des drones à bas coût. On parlait du Haut-Karabakh qui modifiait la perception de l'emploi de la troisième dimension. Et puis vous avez en parallèle, pendant 3 décennies, qu'on le veuille ou non, des formats des aviations occidentales qui a rétréci. Et donc pendant que certains investissaient massivement, eh bien, vous aviez des armées de l'air occidentales qui se réduisaient significativement en termes de volume. Donc tout ça nous amène à une situation qui, si je prends les 10 dernières années, conduit à avoir aux marges de l'Europe une centaine d'avions de chasse qui ont été abattus, 25 avions de transport, une cinquantaine d'hélicoptères et près de 350 drones qui ont été abattus, encore une fois, aux marges de l'Europe. Donc je pense que la notion de supériorité aérienne est une vraie notion que nous devons défendre. Et pour la défendre, il faut évidemment faire un effort sur l'armée de l'air et de l'espace. Mais pour quelqu'un qui vous écoute, on se dit, est-ce que cette supériorité aérienne est menacée, y compris sur notre territoire national? Est-ce que notre espace aérien peut être demain contesté? Je ne pense pas que nous en soyons là, mais il faut toujours être prudent. Je constate que nos dispositifs de protection, permanence pour la sûreté aérienne, sont régulièrement mis en œuvre, ne serait-ce que, par exemple, l'arrivée de raids à long rayon d'action venant du nord-est. De Russie, donc. Et qui conduisent à mettre en alerte ou à faire décoller un dispositif complet intégrant des chasseurs, des avions ravitailleurs et des AWACS. Alors, on l'a dit, vous êtes le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. C'est nouveau, l'armée de l'air, maintenant, c'est l'armée de l'air et de l'espace depuis 1 an, je crois. Alors, on voit bien ce qu'est la guerre ou le conflit dans l'air, mais à quoi ça ressemblerait, ou ça ressemble déjà, l'affrontement, la guerre
dans l'espace. Ça se passerait comment? De quoi s'agit-il? On a vu récemment les Russes tirer une arme pour détruire un de leurs satellites, mais est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est plus que ça? Je voudrais revenir sur la vision stratégique du CEMA et son triptyque compétition, contestation, affrontement. Eh bien, ce triptyque-là, vous pouvez l'appliquer parfaitement au niveau de l'espace. En termes de compétition, vous avez aujourd'hui des compétiteurs qui vont occuper de manière illicite des places en orbite. Donc ça veut dire qu'ils vont se mettre où ils sont, en théorie, pas le droit d'être. Exactement, sans avoir l'autorisation, ou en tout cas l'accord des organisations qui sont censées donner ces emplacements. C'est quelque part la compétition, c'est ce que j'appelle la compétition. Premier arrivé, premier servi. Et voilà. Vous avez également de la contestation, où vous avez des compétiteurs, d'ailleurs souvent les mêmes, qui viennent rôder autour de nos satellites pour mieux écouter ce qui se passe, pour voir comment se comportent nos satellites, pour éventuellement pour intercepter des signaux. Et puis vous avez le tir anti-satellite qui est dans le champ de l'affrontement l'ultime capacité qui a été mise en œuvre et qui permet de détruire en orbite un satellite qui viendrait à ne pas satisfaire finalement un compétiteur ou cette fois un ennemi. Voilà. Et nous, Français, on ne fait pas la même chose. Alors aujourd'hui, d'abord, ce n'est pas notre intention. En revanche, notre intention, c'est de ne pas rester inactif dans l'espace. La première des choses, c'est nous voulons savoir ce qui s'y passe. Donc ça, surveiller l'espace, c'est une nécessité. Et puis nous voulons pouvoir opérer dans l'espace. Donc il nous faut un centre de commandement et de conduite des opérations spatiales. Et c'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Et puis en fait, il nous faut développer des briques pour pouvoir intervenir dans l'espace, pas forcément détruire, mais intervenir dans l'espace. Le satellite, par exemple, Yoda 24 que nous préparons, aura pour vocation d'aller se rapprocher de satellites en orbite. J'aime parler de termes de butiner autour d'un autre satellite pour gêner, pour regarder, pour reconnaître, pour éventuellement anticiper, se renseigner sur les intentions des uns et des autres. Dernière question, l'armée de l'air et de l'espace, c'est beaucoup de techniques, des avions, des moyens, des satellites maintenant. C'est aussi des hommes, des femmes, beaucoup de femmes dans l'armée de l'air. Deux questions. D'abord, est-ce que le moral est bon? L'armée de terre nous l'a dit récemment, ils ont un très bon moral. Est-ce que c'est le cas chez vous? Et on parle beaucoup des blessures psychologiques maintenant dans les armées. Alors on associe ça au combat terrestre habituel, on voit bien ça. Mais est-ce que des gens qui sont derrière des systèmes, ou dans un cockpit d'avion, ou dans un cockpit de drone à distance, peuvent également souffrir de blessures psychologiques? Les Américains en ont beaucoup parlé. Est-ce que vous enregistrez ça dans l'armée de l'air? Alors, pour répondre à la première question, qui était le moral des aviateurs, le moral est bon. Très bien. Il est bon. Et tous les déplacements que je fais sur les bases aériennes aujourd'hui l'illustrent, que ce soit dans les catégories officiers, sous-officiers ou militaires du rang, le moral est bon. S'agissant des maladies, des blessures psychologiques qui peuvent arriver, la réponse est oui, nous avons au sein de l'armée de l'air et de l'espace un certain nombre de PTSD qui se sont développés sur des personnels que nous suivons. Je veux dire, en une dizaine d'années, si je devais donner un volume, on est dans la gamme d'environ 200. D'accord. 200 sur une dizaine d'années. Essentiellement des gens qui opèrent au sol. Essentiellement des gens qui opèrent au sol. Pour autant, nous sommes très attentifs. Vous voulez dire des commandos? Essentiellement des commandos. D'accord. Essentiellement. Pour autant, nous sommes attentifs au développement de ce genre de problèmes dans nos équipages et dans nos équipages de drones. Comme vous l'avez dit, les Américains ont été confrontés à ce genre de problématiques et on voit bien que finalement le drone armé est quelque chose d'assez récent dans l'armée de l'air et de l'espace,
il faut qu'on soit vigilant sur les conséquences que ça pourrait avoir sur nos pilotes de drone. Aujourd'hui, sur les pilotes de chasse, du fait de leur aguerrissement, de leur formation, peut-être sont-ils endurcis vis-à-vis de ça, mais nous n'observons pas de développement de ce genre de problématique. En revanche, une de mes préoccupations, c'est d'être capable de suivre, quelle que soit la spécialité, des aviateurs qui viendraient à développer ce syndrome après leur départ de l'institution. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous réfléchissons énormément avec les associations, de manière à ne pas laisser finalement les aviateurs qui ont été mis en situation délicate, finalement tout seuls vis-à-vis de cette maladie, mais être capable de les récupérer et de les suivre, y compris après leur carrière professionnelle. Mon général, merci beaucoup d'avoir répondu comme ça. Merci à bientôt. vous.